Et c'est parti. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le stream où on parle politique européenne et où la politique européenne vous parle, enfin du moins j'espère. J'espère que vous allez bien d'ailleurs, vous avez passé un bon début de semaine. Comme vous l'entendez ce soir, on est en français et c'est parce que notre invité de ce soir, il est français et on va parler d'un truc relativement français puisqu'on va parler de la présidence française de l'Union européenne. Donc il y a plein de choses qui se sont passées ces 6 derniers mois. L'une d'entre eux, c'est donc cette fameuse présidence de l'Union européenne par la France. Vous savez, c'est l'espèce de machin où on met un drapeau européen sous l'Arc de Triomphe et tout le monde commence à rager. Mais plus sérieusement, c'est un événement important puisque ça arrive qu'une fois tous les 13 ans. La dernière présidence française, c'était en 2008. Et donc, cette année, en 2022, entre le 1er janvier et le 30 juin, la France avait cette fameuse présidence du Conseil de l'Union européenne. Et donc, le gouvernement français s'est retrouvé aux manettes pour tout un tas de négociations et a pu proposer des choses aux 26 autres États européens pendant ces 6 mois. Et ça n'a pas vraiment chômé. Si on en croit le gouvernement, la France elle a obtenu des accords européens sur plus de 130 textes, elle a organisé plus de 2000 réunions avec des responsables européens, et elle a organisé plus de 400 réunions, que ce soit à Bruxelles, mais aussi un petit peu partout en France. Maintenant, cette présidence française, c'est fini, maintenant c'est la République tchèque qui est aux manettes, et on va essayer de se faire un petit bilan de cette présidence française pour voir si c'est un succès ou si c'est un peu du spin qu'on entend depuis la fin de cette présidence. Pour discuter de tout ça, écoutez, j'ai invité quelqu'un de très fort intéressant, évidemment, comme toujours, je me partage jamais d'inviter quelqu'un qui n'est pas intéressant pour vous. J'ai invité le journaliste Jean-Sébastien Lefebvre, donc il est rédacteur en chef adjoint au journal Contexte. Si vous connaissez pas Contexte, c'est un journal qui est spécialisé dans le suivi de l'actualité des institutions européennes et françaises, et c'est, de mon point de vue, une des références pour suivre l'actu européenne, et donc je recommande chaudement. Et je dis pas ça parce que j'ai Monsieur Lefebvre avec nous ce soir. Quand j'étais au PE, Contexte était avec Politico, ma lecture du matin quand j'arrivais au bureau. Mais avant qu'on se lance dans la discussion, comme d'habitude, je rappelle brièvement les règles du stream et le déroulé de l'émission. Donc notre invité, il va rester avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi, il partira, il ira profiter du reste de sa soirée, vous devrez faire encore avec moi pendant une petite trentaine de minutes pour faire un petit débrief, discuter de ce que vous avez pensé de l'interview, donner des éléments de contexte supplémentaires s'il faut, répondre à vos questions supplémentaires, etc. etc. J'ai préparé comme d'habitude mes questions de mon côté, mais vous pouvez aussi poser vos questions via le chat, je vais garder un œil dessus et je piocherai évidemment dans vos suggestions. Donc n'hésitez pas à participer et à réagir, mais comme d'habitude, faites-le dans la bonne humeur et sans spammer. Bien évidemment, ce soir, et comme toujours, on parle politique européenne, donc on ne touchera pas à la politique nationale, à moins que ça soit intéressant vis-à-vis de la politique européenne. Donc gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Et pour finir, le but de ces interviews, c'est de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe à Bruxelles, décrypter d'importants moments européens en échangeant avec des experts sur l'Europe, et qui sait, vous amener à vous intéresser à cet animal un petit peu étrange qu'est l'Union européenne. Et sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Hop. Bonsoir Jean-Sébastien Lefebvre, bienvenue, et merci à nouveau d'avoir accepté de venir ce soir, passer du temps pour parler de la présidence française et répondre à nos questions. Donc vous m'avez entendu faire un peu cette introduction sur la PFE, comme on l'appelle à Bruxelles, et vous-même. Et peut-être pour commencer un peu la discussion, ce que j'aurais voulu vous demander, c'est: est-ce que vous pouvez rappeler un peu c'est quoi le rôle d'une présidence du Conseil? Est-ce que souvent on fait le raccourci que c'est la présidence française de l'Europe, mais est-ce que c'est vraiment ça au fond? Pas vraiment. Bonsoir déjà à tous. Alors, la présidence, le terme exact, c'est présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et si on voudrait pousser le vis jusqu'au bout, ça serait présidence française du Conseil des ministres de l'Union européenne. En gros, la France, comme chaque pays, tous les 6 mois, ça tourne, préside le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui est la deuxième chambre de l'Union européenne. En gros, si on fait une petite comparaison par rapport à la France pour comparer, le Parlement européen, c'est l'Assemblée nationale, et le Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est le Sénat. Et tous les 6 mois, un pays préside, grosso modo, le Sénat européen. Qu'est-ce que ça veut dire présider le Conseil des ministres de l'UE? C'est fixer l'agenda, fixer les dossiers prioritaires, faire négocier les pays entre eux pour obtenir une position de ces pays, une position du Conseil sur les textes proposés par la Commission européenne, pour pouvoir ensuite faire des accords, des compromis avec le Parlement européen. Tout ça dans l'idée, et ça il faut l'avoir en tête, qu'aujourd'hui pour faire une directive ou un règlement, grosso modo une loi européenne, il faut que le Parlement et le Conseil, donc les députés et les États, se mettent d'accord.
ce qu'on appelle la codécision dans le jargon bruxellois. Donc c'est ça, quand vous présidez le Conseil, vous faites en sorte que le Conseil dégage une position, et ensuite vous allez négocier au nom du Conseil avec les députés pour trouver un compromis. Et c'est ce qu'a fait du coup la France pendant les 6 mois sur toute une série de textes. Par exemple, la régulation des plateformes numériques. La présidence française a trouvé un accord avec le Parlement européen sur le sujet. Et à l'inverse, sur le paquet climat, la présidence française a réussi à mettre tous les États d'accord pour trouver une position commune sur la série de textes pour baisser les émissions carbone. Donc maintenant, les Tchèques qui arrivent derrière, par exemple, sur le paquet climat, vont devoir, eux, aller négocier avec le Parlement, ils prennent la suite, quoi. Alors, Allez-y. non, 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 de toute façon, on va revenir un petit peu sur les différents textes qui ont été. Les différents accords qui ont été obtenus par la France, hein, ça on va y revenir un petit peu, notamment le DSA, le DMA et aussi le paquet climat. Mais pareil, pour rester un petit peu à un niveau un petit peu méta pour le moment, donc la France, c'est un grand pays, c'est un des pays fondateurs de l'Union Européenne. Emmanuel Macron, en tant que président de la République, il a fait de l'Europe un des éléments centraux de son storytelling politique hein, pendant son premier mandat. Et depuis le départ d'Angela Merkel en novembre dernier, il fait partie un peu des leaders européens les plus majeurs, les plus seniors dans l'UE. Est-ce que dans ce contexte, la présidence française a été particulièrement attendue, à la fois d'un point de vue français, mais aussi du point de vue des partenaires européens? Alors, du point de vue des partenaires européens, on ne sentait pas forcément une attente particulière du style on attend que les Français arrivent pour nous sauver ou autre chose, etc. Mais par contre, ce qui a été fait, c'est avant même le début de la présidence, de la part des Français, de faire de cette présidence autre chose que juste le côté on doit gérer les agendas pour trouver des accords sur des textes. Emmanuel Macron l'a dit dans son discours, je crois que c'était le 9 décembre, quand il a annoncé les priorités de la présidence française de l'Union européenne. Il a dit, ça je vous l'ai mis de côté, c'est la présidence française du Conseil de l'UE n'est pas simplement une fonction hôtelière, mais une fonction d'inspiration. C'est-à-dire que la France, dans son côté très, on aime beaucoup les débats métaphysiques, philosophiques, etc., a dit, bon, je vais faire le boulot sur le paquet climat, sur tout ça, ok, je vais avancer, et je vais beaucoup avancer parce que aussi Emmanuel Macron voulait montrer qu'il était capable, que la France était capable de conclure des accords dans l'idée de vendre ça pour la présidentielle, mais en même temps, le Macron, qui est peut-être un des présidents français qui a une doctrine sur l'Europe la plus développée, voulait en profiter pour pousser son agenda politique européen en termes de refonte de l'Europe, de repenser l'Europe avec la notion d'autonomie stratégique, etc. Alors, à l'époque, en décembre, quand Macron dit ça, il pense l'après-Covid. Il se dit, on vient de passer 2 ans de crise, on s'est rendu compte de nos dépendances avec une bonne partie des pays tiers et des pays qu'on a vu en pratique qu'ils n'étaient pas forcément des alliés ou des partenaires fiables. Donc, il faut qu'on revoie notre façon de voir le monde et comment on s'insère dedans. Et il parlait de réfléchir à un nouveau modèle européen. Et en plus, avec cette idée aussi d'une relance économique, il fallait continuer les efforts, etc. Bon, tout ça a été percuté par ce qui s'est passé le 24 février quand l'armée russe a commencé à envahir l'Ukraine. Mais l'avantage, c'est que ce modèle, cette idée de dire il faut rénover l'Europe parce que le monde a changé et il est en train de changer, a finalement été confirmé par ce qui s'est passé. Alors, il y a eu un moment de choc, ça on pourra en revenir plus en détail, mais au début, effectivement, ça a été compliqué de gérer à la fois l'agenda ukrainien et l'agenda normal. Mais il y avait cette idée, voilà, la France veut bouger les lignes en Europe et profiter, comme vous l'avez dit, du fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'autres leaderships aujourd'hui que celui de Macron au niveau européen, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a peut-être un peu de Draghi en Italie, mais Scholz c'est plutôt faible. Les Polonais marginalisés du fait des questions d'état de droit, mais voilà. D'accord. Et alors, vous avez mentionné déjà les présidentielles françaises, et donc Emmanuel Macron, au début, il a été assez... Enfin, au début, il a d'ailleurs été critiqué tout du long, pour avoir laissé cette présidence française avoir lieu en même temps que les élections présidentielles en plein milieu. Du coup, est-ce que votre point de vue, d'une part, on a eu en fait une forme de demi-présidence française, parce qu'en fait, il y a eu 2-3 mois complètement occupés par la présidentielle en France, et est-ce que Macron, il a utilisé cette présidence française pour se donner un avantage dans les élections présidentielles?
Alors, moi, je me souviens, au début, j'étais vraiment hyper sceptique à l'idée de devoir avoir cette présidence française du Conseil en même temps d'une présidentielle. Je me dis, ça va être impossible à gérer. Il y a des moments, les fils vont se toucher, les diplomates vont être coincés parce que la campagne, etc. Finalement, ça n'a pas vraiment eu lieu pour plusieurs raisons. D'une, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de campagne présidentielle. Donc, en fait, même si la France a pu boucler des textes, a pu faire avancer des choses, comme il n'y a pas eu de campagne, bah, les résultats de la présidence sont passés un peu inaperçus et tout a été écrasé par la guerre en Ukraine. Et ça, la guerre en Ukraine, finalement, présidentielle ou pas, les dossiers ont continué à avancer au Conseil. Donc, ça n'a pas eu vraiment d'impact. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la présidentielle est passée, la machine s'est très vite remise vraiment en route à fond. Effectivement, ils avaient un peu baissé de régime pendant les quelques mois, pendant les quelques semaines du premier et du deuxième tour. Euh, mais du coup, le résultat final n'a pas l'air d'avoir été particulièrement impacté finalement par cette présidentielle. Alors qu'au départ, oui, c'était un risque quand même de perdre un mois et demi parce qu'il y a la présidentielle, parce que et ça aurait été encore plus perturbé si on avait eu un changement de président. Là, finalement, on a profité quand même du fait que y a une continuité malgré tout. Mais imaginons, ça aurait été Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou autre. Là, ça aurait quand même changé beaucoup de choses, parce que est-ce que les priorités politiques européennes du ou de la nouvelle présidente auraient été pareilles? C'est loin d'être sûr. Et vous l'avez aussi mentionné, le gros imprévu de cette présidence, bah, ça a été le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'invasion par la Russie, qui du coup a changé un peu du jour au lendemain les priorités pour la présidence et pour tout le monde. Et donc du coup, dans son bilan qu'elle fait d'elle-même, la France se félicite d'avoir permis l'unité des Européens, ce qui effectivement n'était pas gagné d'avance hein, quand on était en fin février. Mais est-ce que pour vous, c'est le fait que les Européens soient restés unis, c'est effectivement un effet présidence française, ou c'est plutôt, entre guillemets, l'instinct de survie des 27 qui s'est trigger et qui a permis qu'il y ait une unité indépendamment de qui était à la présidence? Un peu des deux, mais l'effet premier, c'est quand même l'instinct d'unité qui a prévalu. Moi, il faut se souvenir le soir du 24 février, il y a un sommet européen en fait qui était prévu depuis une semaine ou 10 jours, quelque chose comme ça, et ça coïncide avec le début de l'attaque russe. Donc les chefs d'État et de gouvernement arrivent le 24 février au soir à Bruxelles. Et tout de suite, il y a cette volonté d'unité, d'avancer ensemble, de trouver des actions communes à mener, etc. Donc ça, elle est née toute seule, cette unité. Après, la présidence française a su l'utiliser, a su dire il faut qu'on avance sur toute une série de textes, toute une série de dossiers, parce que ça rejoint notre agenda d'autonomie stratégique, d'être capable d'agir seul dans le monde, de réagir face à la Russie. Et après, il y a eu tous les paquets de sanctions aussi, il ne faut pas oublier. Le point important, c'est à partir du 24 février, pendant grosso modo 10 jours, la machine européenne essaye de s'adapter à la crise, à la guerre qui a éclaté en Europe. Et donc, la présidence française met beaucoup de ressources pour gérer ça. Et ce qu'on aurait pu craindre à un moment, c'est qu'elle ne fasse que ça. Et donc, elle arrête de faire les autres textes, la régulation des plateformes numériques, le chargeur universel, le changement climatique, etc. L'avantage qu'on a eu avec la France à ce moment-là, c'est que comme c'est un grand pays qui dispose quand même de grosses ressources administratives, ils ont pu faire à la fois le tout venant, ce qui était prévu, plus l'imprévu. Il faut voir que à Bruxelles, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. C'est-à-dire que chaque pays a sa représentation à Bruxelles, auprès des institutions, et qui siège au Conseil de l'Union. Un pays comme la France, en temps normal, hors présidence, c'est à peu près 200 fonctionnaires et diplomates qui sont présents à Bruxelles. Donc ça fait quand même une belle machine. Un plus petit pays, on va prendre le Luxembourg par exemple, c'est à peu près 35 personnes. Donc on n'est pas du tout dans le même ratio. Alors même si pour les présidences, il y a toujours du renfort, les Français ils sont montés à 280 à peu près. J'imagine que les Luxembourgeois, s'ils ont une présidence, ils vont aussi monter un petit peu. Mais voilà, la chance entre guillemets qu'il y a eu, c'est que la présidence française a pu gérer l'unité des Européens dans la guerre en Ukraine et continuer à gérer le tout venant. Et donc, au-delà enfin, non, toujours en lien avec ces questions
de l'Ukraine, vous l'avez dit, la France du coup a utilisé un peu l'opportunité pour pousser un certain nombre de concepts liés à la souveraineté européenne, et un sujet sur lequel la France et Emmanuel Macron ont toujours été assez vocaux, c'est le sujet de la défense européenne. On pourrait penser qu'avec la guerre en Ukraine et le regain d'attention sur la capacité des Européens à se défendre eux-mêmes, bah, la France elle avait une opportunité en or via la présidence française pour pousser le sujet. Et d'ailleurs, dans ses conclusions, la présidence française clame un peu une victoire sur le sujet de la défense européenne. Est-ce que vous pensez que la France elle a réellement réussi à pousser son agenda de défense européenne, ou est-ce qu'au final, en fait, cette victoire sur la défense, c'est plus l'OTAN qui a réussi à tirer son épingle du jeu au final? En fait, ça dépend ce qu'on entend par défense européenne. Si on entend par défense européenne, création d'une armée européenne, tout ça, moi, c'est toujours pas à l'ordre du jour. Donc ça, c'est l'armée européenne, entre guillemets, on pourrait dire que c'est l'OTAN. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé après le 24 février? C'est des troupes des pays européens sous égide de l'OTAN qui ont été déployées dans les pays baltes, en Roumanie, etc. Là où la France peut être contente des avancées, alors c'est dû à la fois au lobbying français depuis des années, mais aussi à la conjoncture. Ça veut dire que entre guillemets, la situation actuelle donne raison à la France sur un certain nombre de sujets. La question de la souveraineté, de l'autonomie stratégique, les Français, l'agenda, la situation fait que ça leur donne raison. À l'inverse, on peut dire que le contexte d'aujourd'hui donne tort aux Français sur la question de l'élargissement. Les Français, là, le fait d'accepter que l'Ukraine soit candidate, c'était pas naturel et il a fallu qu'ils revoient un petit peu leur logiciel là-dessus et que c'est plutôt les pays de l'Est qui avaient raison avant tout le monde. Donc là, sur la défense, les Français ont un peu raison, mais au niveau européen, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être poussé, c'est non pas donc la création d'une armée européenne, ça c'est quelque chose qui est encore très très loin, mais c'est le développement ou le redéveloppement, ça dépend comment on se positionne, d'une base industrielle européenne, d'armement, de défense. Ça veut dire arriver à faire des commandes groupées d'armement, de matériel, arrêter d'avoir 10 modèles de chars, moi je donne des chiffres au hasard, hein, je ne suis pas expert en tout ça, mais avoir 10 modèles de chars différents, 7 avions différents, etc. C'est faire un ou deux types de chaque matériel, pouvoir les commander en gros, donc les développer plus rapidement, les payer moins cher, et surtout ne pas dépendre ou moins dépendre des Américains. Parce que là, tous les pays sont en train de dire on augmente notre budget de défense, on se réarme, on rachète du matériel, des chars, etc., à la fois pour compenser ce qu'on a donné aux Ukrainiens, mais aussi pour remonter en capacité. Mais pour produire, aujourd'hui, souvent, c'est les Américains qui savent faire. Donc, il y a ce besoin européen de se dire, il faut qu'on puisse faire nous-mêmes, aussi parce que, est-ce que dans 2 ans, ça sera toujours Joe Biden qui sera au pouvoir, ou un démocrate, ou un républicain sympa, ou peut-être un Donald Trump, ou voilà. Donc, c'est plutôt ça qui est en train de bouger. La France est très contente de ce qui est en train de se passer. Mais c'est aussi le contexte qui permet d'avancer. C'est pas juste la capacité de persuasion de la France qui fait avancer, parce que bon, ce sujet-là, la France le porte depuis des années. Pendant très longtemps, beaucoup de pays n'étaient pas réceptifs du tout. Oui, parce que quand on écoute les réactions d'un certain nombre de pays européens, il y a souvent un peu la suspicion vis-à-vis des Français qui se disent ah mais en fait les Français ils parlent tout le temps de défense, mais en fait ce qu'ils veulent juste c'est donner un avantage à leur industrie de l'armement pour que tout le monde achète français plutôt que les gens achètent américain, et qu'il n'y a pas vraiment de volonté de vraiment créer une politique de défense européenne. Oui, et puis souvent les autres disent en fait vous voulez juste qu'on achète votre Rafale. C'est ça. Et après, sur le débat de l'armée européenne, moi je veux dire, on n'en est pas là. Et il y a même au fond, parfois on pourrait dire, est-ce qu'il n'y a pas une méfiance aussi des Français? C'est-à-dire que les Français, pendant longtemps, ont voulu que les Européens aillent en Afrique avec eux, mais les Français veulent garder le commandement. C'est-à-dire que voilà, on veut qu'ils viennent, mais on veut garder la main sur le truc. Donc c'est compliqué, on touche quand même au cœur de la souveraineté, c'est l'os, quoi. Et encore une fois, une armée européenne impliquerait de pouvoir être capable de dire qui décide de l'utiliser, qui décide d'envoyer des soldats au combat, mourir, être blessés, etc. Et aujourd'hui, les seules personnes qui ont la légitimité de ça, ce sont les chefs d'État ou les chefs de gouvernement nationaux au niveau national. Et donc, au-delà de la question de la défense, tout au long de cette présidence, la France, le gouvernement français a toujours mis en avant 3-4 textes législatifs qu'il identifiait comme étant clés. Donc, il y avait
le DSA, le DMA, donc c'est un peu la régulation numérique, il y a eu la directive sur le salaire minimum et la taxe carbone. Et donc ces textes ont été conclus sous la présidence française. Est-ce que de votre point de vue, ces 3-4 textes qui ont été identifiés et qui ont été conclus, c'est un réel succès ou en fait c'était des sujets qui étaient plus ou moins préécrits d'avance et il n'y avait pas vraiment d'enjeu au-delà du storytelling? Alors, la présidence française, ce qui était pratique pour elle, c'est qu'elle arrive à un moment. Là, il faut comprendre comment fonctionne la machine bruxelloise, en fait. La machine bruxelloise, elle fonctionne sur des cycles de 5 ans. Et au niveau législatif, c'est un peu différent en France. En France, on fait quand le gouvernement veut faire une loi, il la présente et en 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est fait, quoi. À Bruxelles, c'est différent. On a une nouvelle commission européenne tous les 5 ans. Elle se met en place, elle est approuvée par le Parlement après les élections. Il faut que les chefs d'État se mettent d'accord. Bref, là, ça prend 6 mois, 9 mois. Et une fois qu'elle est en place, elle commence à travailler et elle commence à sortir des textes au bout de 6 mois après sa mise en place. Et à Bruxelles, un texte n'est pas approuvé en 3 mois. Il faut souvent, je sais pas, en moyenne, on pourrait dire autour de 18 mois, quelque chose comme ça. 2 ans pour quand c'est un peu plus long. 1 an si on a du bol. Et si ça traîne vraiment, ça peut être 5 ans, voire même beaucoup plus, voire certains bloqués à vie quelque part. Et donc du coup, en fait, la présidence française, en ayant lieu au premier semestre 2022, est arrivée au moment où les textes que la Commission avait commencé à sortir au début, bon, après le Covid, parce qu'il y a le Covid qui a un peu perturbé l'agenda quand même, commençaient à arriver à maturité. Donc les autres présidences et le Parlement européen aussi avaient commencé à travailler, etc. Donc la France avait une position où elle pouvait se dire, si je mets le paquet pour arriver à faire atterrir tous ces textes, à les faire accoucher, il y a moyen que je boucle des gros trucs. Et c'est pour ça que quand le DSA, DMA, donc la régulation des plateformes, il y avait la position du Parlement et du Conseil, elle a pu, pendant toute sa présidence, après, dire on va faire donc les trilogues, c'est des réunions entre le Parlement européen, la présidence du Conseil et il y a la Commission aussi qui a le droit de venir pour essayer de trouver un accord législatif. Elle a mis le paquet et elle a réussi. Alors, il y a un effet d'aubaine, elle est arrivée plus ou moins au bon moment, et après, il ne faut pas non plus négliger le fait que la présidence, elle a énormément bossé, ils ont eu beaucoup de moyens, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin, ils ont négocié. Le grand symbole de la fin de la présidence, c'est quand même le paquet climat, où là, la présidence française a réussi à mettre les 27 États membres d'accord sur toute une série de textes. En gros, le paquet climat, pour simplifier, c'est 12 textes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui doivent permettre à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs de réduction de CO2 d'ici 2030 et à terme 2050. Et donc, ils ont été présentés en juillet 2021. Et donc là, ça veut dire qu'en moins d'1 an, on a réussi à avoir une position au Parlement européen et une position au Conseil. Donc, s'ils négocient bien maintenant sous les tchèques entre eux, on pourrait avoir un accord. Donc, la présidence française a plutôt bien bossé. Ils ont vraiment mis le paquet et ça a été salué assez unanimement de la part de la Commission, d'autres États membres, etc. Après, il faut voir si, on va dire, le fait parfois de vouloir aller assez vite sur certaines choses ne va pas compliquer la suite. Sur le paquet climat, c'était justement ma question justement sur le paquet climat. Donc effectivement, ils ont conclu vraiment à toute fin de présidence cet accord au sein du Conseil. Mais du coup, est-ce que de votre point de vue, c'est un réel accord? Ou est-ce qu'en fait, la présidence française s'est dit là, j'ai la fin de présidence qui arrive, je vais boucler le truc aussi vite que je peux, en coupant un petit peu les coins, mais comme ça, je peux inscrire ça à mon tableau de chasse. Et ensuite, ça sera le problème des Tchèques de faire atterrir tout ça. C'est un vrai accord dans le sens, par exemple, à un moment, les Allemands voulaient, dans la négociation, revenir un petit peu sur l'histoire de la fin du moteur thermique en 2035. Ils n'ont pas lâché. Les Allemands ont dû reculer. C'était à cause en partie des libéraux dans la coalition allemande qui râlaient là-dessus. Donc la France, elle a tenu et jusqu'au bout, elle a dit il y aura un accord sur tout ou il y aura un accord sur rien. Donc ils ont pris un risque. Ils ont misé en grande partie sur l'idée que jamais les Allemands ne prendront la responsabilité politique de planter le paquet climat. Ils ont plutôt bien vu. Le risque, en fait, c'est
et ça, on pourra le voir en fait que dans quelques semaines, quand ils commenceront à discuter avec le Parlement, c'est que ça a été tellement compliqué d'arriver à un accord entre les États qu'il n'y a plus de marge de négociation avec le Parlement. Et que ça complique les discussions avec le Parlement, que le Parlement ne soit pas content, donc le Parlement ne veut pas signer, ne veut pas toper, ou alors qu'à la fin, la présidente tchèque arrive à conclure un accord, mais pas très compréhensible, où il y a des lignes rouges qui sont bafouées, etc., et que ça passe pas après quand il faut voter. Parce que vous pouvez toper dans la négociation informelle entre la présidence du Conseil et le Parlement. Si après les chambres ne votent pas le texte, vous avez l'air malin, quoi. C'est un peu, en France, c'est le principe de la commission mixte paritaire entre l'Assemblée et le Sénat, quoi. Donc c'est peut-être ça, c'est est-ce qu'en allant trop vite, ça n'a pas un peu tendu certaines positions? Là, on verra. On verra. Et par exemple aussi, cette semaine, il y a un vote au Parlement européen sur la régulation des plateformes. C'est prévu pour le 5 ou le 6, je ne sais plus. Pour demain. Donc le 5. On verra si l'accord négocié par la présidence française et conclu avec le Parlement est approuvé par les députés. Bon, ça a l'air plutôt bien parti. Voilà. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est déjà arrivé. Mais bon. Et quand on regarde un peu la globalité on va dire des succès, des succès français pendant cette présidence, pour vous, c'est quoi le ou les textes qui sont passés, qui sont des vrais succès français, mais dont on parle en fait relativement peu? S'il y en a. Si vous pensez qu'il n'y en a pas des succès qu'on n'a pas mis sous le tapis. Le 6e paquet de sanctions contre la Russie. Alors, c'est pas qu'un succès français, il y a aussi la présidence du Conseil avec Charles Michel, donc le président du Conseil européen. Mais ça, c'est peut-être ce qui a été le plus dur. Alors, pour contextualiser, un paquet de sanctions, c'est le 6e paquet de sanctions contre la Russie. Il a été présenté par la Commission européenne et c'est celui qui fait l'embargo sur le pétrole. Ça veut dire que c'est là où on commence vraiment dans les sanctions à toucher l'os des intérêts économiques et quasiment du business model des États membres. C'est plus juste dire on va débrancher quelques banques russes, on va les couper de SWIFT ou interdire Vladimir Poutine de présence en Europe. De toute façon, personne ne l'aurait invité. Voilà. Là, on touche vraiment au dur de dire plus personne n'achète de pétrole. Donc la Commission l'a présenté, je crois, c'était début mai. Et ça a vraiment coincé parce qu'il y a des États à l'Est en particulier qui sont très dépendants de ce pétrole. Et il y a Orban qui, jusqu'au bout, a dit non. Et d'ailleurs, l'accord final prévoit qu'Orban la Hongrie a une petite exception. Alors on pourrait dire que c'est un échec parce que les Hongrois n'ont pas cédé. Et comme il faut l'unanimité, il a bien fallu lui aménager quelque chose. Mais on peut aussi voir que finalement, la présidence française a réussi à fédérer tout le monde et que c'est Orban qui est isolé. Ça dépend si vous êtes plutôt verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Mais celui-là, jusqu'au bout, ça a été difficile. Et ce qu'on nous a raconté, c'est qu'une semaine avant, donc ça a été en fait finalisé lors du Conseil européen du 30 mai, beaucoup de diplomates n'y croyaient plus. Ils disaient c'est mort, on n'y arrivera pas, ça va planter, c'est pas mûr, on s'y est mal pris, ça n'a pas été assez bien préparé. À une époque, il y a eu des accusations envers Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission, qui aurait mal ficelé le truc, etc. Voilà. Mais à la fin, ils ont réussi. Et là, on commence à parler, vous voyez ça aujourd'hui, d'un 7e paquet. Bon, ça serait surtout pour boucher les trous dans les failles qui sont dans les précédents, mais ça, c'était vraiment pas gagné. Et ça a même eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a même eu des rebondissements après la décision du Conseil, oui. Puisqu'on avait oublié d'enlever de la liste le Pope, le patriarche de Moscou, parce que les Hongrois ne voulaient pas qu'il soit dedans, alors que c'est un soutien au régime de Poutine. Bref, c'était jusqu'au bout, on a dû suivre dans les réunions entre diplomates, parce que jusqu'au bout, les Hongrois lâchaient rien, quoi. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels la France elle a exagéré son bilan ou même elle a échoué? Alors, le problème, c'est que je ne connais pas tous les textes, hein, parce que vous voyez, il y a ceux qu'on entend parler, mais... Peut-être pour vous aiguiller, par exemple, en début de présidence, une des priorités initiales de la France, c'était la réforme de Schengen, le paquet migration.
et on n'en a plus trop entendu parler. Alors évidemment, il y a eu l'Ukraine entre-temps, mais Macron, en donné, disait qu'il fallait mettre une gouvernance politique de Schengen. Il y a eu vaguement une espèce de comité Théodule qui s'est réuni 2 fois avec les ministres de l'Intérieur, mais... Bah, le problème de Schengen, c'est que tous les présidents français veulent réformer le truc. C'est un peu le marronnier ou le running gag, on peut appeler ça comme on veut, français, c'est Schengen, Schengen, Schengen. Je vous avoue, c'est pas les sujets que je suis le plus, donc je ne me suis pas trop penché là-dessus. Après, les Français se targuent de dire oui, on a enclenché le mécanisme qui permet de protéger les réfugiés ukrainiens, etc. Ça s'est fait naturellement. Je pense que même ça n'aurait pas été les Français, ça aurait été fait. Il y avait une telle pression parce qu'il y a quand même 4 millions de personnes qui sont arrivées en Pologne en quelques jours. Après, là où on ne sait pas si ça va être un succès ou un échec, mais c'est pareil, la guerre a changé pas mal de choses. Macron voulait lancer amorcer le débat sur les réformes de la zone euro. Ça, on n'en entend plus parler. Il voulait... là, il a commencé à initier cette idée de communauté politique européenne. Donc, ça a été acté plus ou moins au dernier Conseil. C'était il y a 2 semaines, il y a à peu près 10 jours. Mais on ne sait pas où ça va mener encore. Donc, ils ont posé des pierres et ça, il faut voir si ça aboutit à un succès. Ça veut dire arriver à créer vraiment cet organe politique qui regrouperait tous les pays européens, Union et hors Union, donc sans la Russie et ceux qui sont des dictatures. Faut voir. Et après, là où, ce que je disais tout à l'heure, là où par contre la France a dû revoir complètement ce qu'elle ambitionnait et ce qu'elle voulait aussi pour elle et pour l'Union, c'est la question de l'élargissement. Où là, pareil, c'est la guerre qui a dicté sa loi. Et oui, d'ailleurs, puisque l'Ukraine, du coup, elle a reçu, elle est officiellement devenue candidate, tout comme la Moldavie, ce qui est... je pense qu'on aurait annoncé ça il y a même 3 à 5 ans, personne n'y aurait cru. On aurait dit non, c'est pas faisable. Enfin... c'est le même genre de choses que, est-ce qu'il y a 3-5 ans, on vous aurait dit on va faire un emprunt commun de 400 milliards d'euros, vous y aurez cru? Moi, je vous y aurais pas cru. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même Angela Merkel, qui était chancelière allemande, qui avait dit en 2012 « De mon vivant, il n'y aura jamais d'endettement commun de l'Union européenne ». Bon, de son vivant, c'est Mamel qui a signé le truc. Donc voilà, c'est ces grands moments européens où, d'un coup, les dogmes, les doctrines volent en éclats parce qu'il se passe quelque chose. Et en fait, on se rend compte que c'est bien joli de dire « Ah, mais ça, c'est pas prévu ». Ouais, mais bon, la nécessité fait loi. Il faut y aller, quoi. Renflouer la Grèce en 2012 2009, on l'a fait plusieurs fois, la première fois c'était 2009 je crois, 2010. Pareil, ça c'était pas prévu. Mais on l'a fait. Oui, nécessité fait loi, effectivement. Voilà. Et un autre sujet sur lequel la France, et particulièrement Emmanuel Macron, a été assez pushy, puisque l'initiative vient un petit peu d'eux, c'est la conférence sur le futur de l'Europe. C'est l'espèce d'équivalent européen du grand débat. Donc la France avait poussé l'idée au niveau européen, ça a été organisé par la Commission pendant 1 an. En mai, cette conférence sur le futur de l'Europe, c'est terminé, et Emmanuel Macron a fait un discours au Parlement européen justement à l'occasion, où il disait qu'il soutenait une révision des traités européens, alors pas exactement comme le demandaient les recommandations de la conférence sur le futur de l'Europe, mais quand même, mais depuis, le sujet devait initialement être discuté en juin pendant le dernier sommet, l'ultime sommet européen de cette présidence française, mais au final le sujet a été mis un petit peu sous le tapis, il n'y a pas eu de discussion au final. Alors du coup, est-ce que pour vous, le fait que cette conférence sur le futur de l'Europe n'ait pas réussi en fait à créer de l'appétit dans le Conseil et que du coup la France renonce un peu à mettre le sujet sur la table, c'est un échec ou c'était quelque chose qui était attendu en fait? C'est peut-être ça en fait l'échec que vous cherchiez tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'en fait c'est quand même un des grands trucs de Macron qu'il a voulu en 2019 après les élections européennes, et ça prend pas. C'est-à-dire que c'est pas relayé dans les médias. Effectivement, il y a quand même eu des panels citoyens, il y a des citoyens qui sont venus et qui ont travaillé sur les propositions. Et là, les États, oui, ils sont là, genre, oui, vous êtes sympa avec vos propositions, mais on a vraiment autre chose à faire, là, en fait. Est-ce que c'est le moment de réviser les traités? Est-ce que c'est le moment? Et puis en plus, dans les propositions des États, la commission de la Convention,
la conférence, pardon, la commission dit bah, il y a déjà plein de choses que je suis en train de faire, donc je vais continuer, etc. Donc oui, c'est un peu tombé. C'est tombé, ouais. C'est pas dans les radars, quoi. Bah, après, enfin, même en allant plus loin que ça, au-delà même de ne pas être sur les radars, enfin, le jour même de la fin de la conférence, il y a quand même cette alliance, cette lettre ouverte entre guillemets de 12 États membres qui disent bah en fait non, on veut juste pas réouvrir les traités quoi. Donc et qui disent même non, la conférence n'est pas légitime pour dire ce que soi-disant les citoyens veulent et donc on ne rouvrira pas les traités. Donc je dirais même que ça va même au-delà que dire c'est pas à l'ordre du jour, c'est même un rejet quelque part Ah, de ces le conférences. truc, c'est que les Français ont vraiment un peu forcé la main aux autres pour faire ce truc, quoi. Ils ont un peu fait suer tout le monde pour dire il faut le faire, il faut le faire. On l'a fait en France, le grand débat. Il faut le faire en Europe, etc. Dès le départ, il y a plein d'États qui disaient non, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai autre chose à faire. Les Hongrois étaient vraiment contre. Et là, voilà, c'est la suite logique. On peut pas. La réforme des traités, il faut l'unanimité de toute façon pour réformer les traités à la fin, parce que ça doit être approuvé par tout le monde. Donc, il suffit que voilà que quelques-uns soient pas contents, pas d'accord, et puis ça se fera pas. Alors, je dis pas qu'on réformera pas les traités à un moment donné. Ça, tout le monde l'a en tête, parce que si un jour on accueille 6-7 pays en plus avec l'Ukraine, la Moldavie et les autres, est-ce qu'on peut continuer avec le fonctionnement institutionnel qu'on a aujourd'hui? Donc ça voudrait dire par exemple d'avoir 35 commissaires européens. Alors déjà qu'on ne sait pas quoi faire avec 27 et qu'il y en a quelques-uns qu'on ne sait pas trop à quoi ils servent, si on en a 35, il va falloir créer quand même beaucoup d'emplois fictifs à la commission. Mais, euh, mais c'est ça, donc est-ce que c'est maintenant? Non, ça sera probablement plus tard. Et cette idée de conférence, voilà, a fait plaisir aux Français, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Alors, un autre sujet que la France elle a failli inscrire à son tableau de chasse, et un sujet sur lequel elle a été moteur, c'est celui de la taxe minimale sur les sociétés, en application des accords de l'OCDE. Euh, et cet accord a été un peu torpillé au dernier moment par la Hongrie qui a mis son veto sur le sujet. Alors du coup, est-ce que ce veto, au dernier moment, c'est un échec de la diplomatie française qui n'a pas réussi à convaincre les Hongrois, ou est-ce qu'en fait, il résulte de choses qui sont indépendantes de la volonté des Français et même du texte? Alors, il faut se rappeler qu'avant le veto hongrois, c'était le veto polonais. Donc, les Français sont arrivés, grands promoteurs de ce truc, et ils avaient le veto polonais qui était en grande partie lié au fait que les Polonais n'avaient pas le plan de relance. Du fait de la situation de l'état de droit. Les Polonais, finalement, ça a été débloqué puisqu'ils ont eu l'argent du plan de relance, en échange aussi de réformes chez eux au niveau de l'état de droit, réintégration de certains juges, etc. Et le truc, en fait, c'est que comme ça a marché, les Hongrois se sont dit, bah tiens, les Polonais, ils ont bloqué ça, ils ont fini par avoir des trucs, nous, on va faire pareil. Et ce qu'on entend, c'est que c'est effectivement la Hongrie de Orban qui est dans une position d'opposition dès qu'elle peut sur les textes à l'unanimité. Et comme c'est un texte fiscal, c'est l'unanimité des États membres, en profite pour bloquer. Donc là, c'est pas parce que c'est les Français, ça aurait été les Tchèques, ça sera les Suédois ou autres, ça sera pareil. Orban a besoin de l'argent en fait. Pendant longtemps, il disait j'ai pas besoin du plan de relance, vous voulez pas me le donner, peu importe, j'irai chercher l'argent ailleurs, je suis trop fort, etc. En fait, je crois que la Hongrie a droit à peu près à 7 milliards d'euros et il en a besoin en fait. Voilà, la guerre en Ukraine a des conséquences sur l'économie hongroise. Elle redémarre pas autant qu'elle aurait dû. Le coût social du Covid a été beaucoup plus fort en Hongrie que ne l'a été chez nous. L'inflation fait mal. Donc il a besoin de cet argent. Et il espère pouvoir en obtenir. Et on sent ces dernières semaines que le ton d'Orban est en train d'un peu changer. Et on s'attendait même à un moment que sur la question du pétrole, ils disent bah, vous me lâchez l'argent du plan de relance, je vous donne le pétrole. Mais ils n'ont pas été jusque-là. Donc les diplomates étaient un peu en mode mais est-ce qu'ils n'ont pas loupé la négo, oublié un truc, pas su faire? Donc il faut voir comment le sujet pourrait repartir à la rentrée. Mais les Européens sont embêtés parce qu'il faut vraiment que le sujet passe maintenant à Bruxelles. Parce que sinon, le risque, c'est que les Américains ne ratifient pas le texte et qu'après, en plus, les démocrates perdent la majorité dans je ne sais plus quelle chambre aux États-Unis. Et ce qui fait que le truc deviendrait caduc.
Oui, parce que j'avais vu aujourd'hui, hier, qu'il y avait des sénateurs républicains qui avaient officiellement remercié la Hongrie pour avoir mis son veto parce qu'eux-mêmes voulaient bloquer le texte Voilà. aux États-Unis. Mais du coup, enfin, pour revenir sur cette histoire qui va un petit peu au-delà de la question de la présidence française, donc comme vous l'avez expliqué, d'abord il y avait la Pologne qui avait mis son veto et la Commission a en fait un peu lâché en disant bon, bah, ok, très bien, votre fonds de relance, on va vous le lâcher en échange de réformes, ce qui avait profondément divisé une partie du collège des commissaires. Et est-ce que quelque part, en fait, la commission, en ouvrant la brèche, en fait, a invité les Hongrois à s'y engouffrer? C'est ce que disent les détracteurs de Van der Leyen là-dessus. L'avantage dans ce qui a été acté, c'est que pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de versement, en fait. C'est-à-dire que les Polonais ont levé leur veto, par exemple, sur la taxe, sur l'unité nationale, mais ils n'ont pas eu encore l'argent du plan de relance parce qu'ils n'ont pas encore fait passer le texte qu'ils ont promis de faire passer. Donc c'est l'accord qui a été fait avec les Polonais. On verra s'il a été bien négocié, s'il est bien appliqué. C'est-à-dire que si vraiment la Commission s'applique à vérifier que les Polonais font bien le boulot qu'on leur a demandé de faire, qu'ils réforment bien leur système judiciaire pour revenir en arrière par rapport à ce qu'ils ont fait, et qui bloquent les versements, ça l'accord le permet, dès que les Polonais ne respectent pas leurs engagements, là on pourra dire que ça aura servi à quelque chose. Si par contre on voit une Commission européenne qui finalement, dans l'appréciation des avancées sur l'état de droit en Pologne, est plutôt peu regardante dans le détail, le risque c'est qu'effectivement les Polonais, le gouvernement PiS, donc ultra-conservateur, droit et justice, ait obtenu ce qu'il voulait sans avoir à faire d'efforts de son côté sur les réformes controversées, nomination des juges, Cour suprême, etc. Et d'un point C'est de vue... vraiment Pardon. l'application. Et pour revenir à la présidence, d'un point de vue cette fois-ci plus franco-français, est-ce que la présidence française de l'Union Européenne, comme j'ai expliqué en introduction, c'est un truc qui arrive une fois tous les 13 ans, donc c'est relativement exceptionnel comme événement. Et voilà, comme on l'a expliqué, Macron avait un peu théâtralisé toute la sphère européenne, la présidence française, etc. Mais est-ce qu'au final, les gens, les Français étaient au courant qu'il y avait une présidence française? Est-ce qu'ils se sont même un petit peu plus intéressés à l'Union Européenne en conséquence? Ou est-ce qu'au final, la présidence française est complètement passée sous les radars et les gens n'ont même pas réalisé qu'il y avait un truc qui se passait? Alors là, j'avoue, je ne sais pas trop comment répondre à votre question. J'écris quand même pour un journal plutôt spécialisé, donc nous, nos lecteurs sont très intéressés, mais ne sont pas le reflet des citoyens français au sens large. J'avoue, je ne sais pas trop. Il y a eu des polémiques, hein, vous l'avez évoqué sur l'Arc de Triomphe, tout ça, ça a au moins bien lancé le sujet. Ouais. Après, est-ce que c'est pas aussi, on en revient toujours à ça, est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait la guerre en Ukraine qui a fait que tout le monde s'est un peu intéressé à ce qui se passait à Bruxelles, parce qu'il y a quand même beaucoup de décisions qui viennent de là, prises en commun et tout. Je suis pas sûr que tous les Français aient entendu parler de l'accord sur la régulation des plateformes numériques. Peut-être un peu plus sur le chargeur universel Mm. pour les téléphones. Voilà, c'est le nouveau roaming, comme ils disent à Bruxelles. Ouais, tout à fait. On va en entendre parler pendant 10 ans, c'est génial. Mais en fait, ou peut-être le sujet qui va émerger, ça va être l'interdiction des moteurs thermiques d'ici 2035, parce que c'est quand même un vrai changement de société. Alors après, il faut voir, c'est l'interdiction de la commercialisation de nouveaux modèles. Ceux qui sont en circulation pourront continuer à rouler. Faut faire attention dans le truc. Mais voilà, le débat français étant ce qu'il est, on a eu une présidentielle, on a eu une législative et tout. Est-ce qu'on a autant parlé de la présidence qu'on aurait pu? Point d'interrogation. Ok, je posais la question juste au cas où, mais là ça me fait penser, comme on parlait du paquet climat et donc de l'interdiction en 2035 des moteurs thermiques. Une des parts dans ce débat-là, il y a un truc que les Français avaient poussé notamment, c'est le volet sur on va dire le fonds social pour l'environnement, pour dire, voilà, pour éviter qu'on ait un effet gilet jaune un peu partout en Europe. Et il y avait eu, je crois, un blocage des Allemands qui ont baissé le fonds, mais au final, est-ce que les Français ont réussi un peu à expliquer un peu ce qui s'était passé, un peu un événement franco-français, les Gilets jaunes, hein, mais à l'expliquer que voilà, c'était un vrai risque pour les politiques environnementales au niveau européen. Là-dessus, donc, la Commission a proposé 72 milliards dans le fond sur je ne sais plus combien d'années, 6 ans, quelque chose comme ça. Dans l'accord entre le Conseil, entre États, on est passé à 53, je crois. Donc il faut voir ce qui va être négocié avec le Parlement maintenant. Donc c'est un peu baissé.
donc la France a su le défendre parce que les Allemands voulaient encore baisser plus bas, et surtout aussi d'autres pays du Nord. Mais la France n'était pas toute seule. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays du Sud et de l'Est qui ont besoin aussi de ce fonds et qui voient très bien les risques pour leur population, etc. De toute façon, les Polonais ou les Hongrois disent nous, s'il n'y a pas le fonds social pour le climat, on ne fait pas le paquet climat. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et là, on ne peut pas complètement donner tort à Orban ou même à un Premier ministre polonais, Morawiecki, il ne peut pas sacrifier sa classe moyenne complètement parce que le prix de l'énergie va augmenter. Et c'est ça leur risque. Ils ont une classe moyenne, elle est un peu plus fragile quand même qu'en Europe de l'Ouest. Il faut soutenir parce que, voilà, je discutais avec un ami qui habite en Pologne, le niveau de vie est quand même un peu plus bas qu'en France. Le gasoil est quand même à 1,80. Ouais, donc... Je suis passé à côté de chez moi, elle était à autour de 2 euros. Donc l'écart n'est pas très grand, alors que le niveau de salaire est quand même vachement plus important. Donc le risque est là. Et donc la France, le fonds social pour l'instant est toujours en vie, c'est déjà une bonne chose, voilà, d'acquis pour la France, mais grâce aussi au soutien d'autres qui disent aux pays du Nord, on ne fera pas s'il n'y a pas cet argent pour aider à la fois parfois les entreprises, je crois que c'est possible dans ce qui a été pour l'instant mis sur la table, et aussi les particuliers. Alors, pour conclure un peu sur la présidence française, après j'ai encore une ou deux questions sur les présidences du Conseil en général, mais pour finir un peu sur la présidence française, si on regarde les choses au global, est-ce que cette présidence française de l'Union européenne, ça a été un succès? Et surtout, est-ce que c'est un succès notable, par exemple, en comparaison avec la présidence française de 2008? Le point commun entre les deux, c'est qu'à chaque fois, il y a une guerre avec la Oui, Russie. oui. Je sais pas si c'est une corrélation, mais... C'est moche à dire, mais 2008, c'est la guerre en Géorgie. Oui. Alors moi, c'était mes débuts dans le journalisme européen. Et là, la présidente... En 2008, en fait, c'était du coup 6 mois avant les élections de mai 2009. Et là, la présidence française était dans une position, bon, à la fois de gérer le conflit entre la Russie et la Géorgie, et de boucler un maximum de textes avant les élections. Parce que l'Union européenne, donc, toujours dans cette idée d'une machine qui avant tout crée de la législation, crée des lois, voulait boucler un maximum de choses avant les élections, parce qu'une fois qu'il y a les élections, en gros, il y a 6 mois, 9 mois où il ne se passe rien parce qu'il y a les élections, le nouveau Parlement, ça se met en place, etc. etc. Et en 2008, ils avaient réussi à boucler énormément de législation, dont à l'époque déjà une sorte de paquet climat. Je ne sais plus comment il s'appelait exactement, je crois que c'était paquet climat aussi, qui était toute une série de lois environnementales de l'époque. Donc en ça, elle avait été un succès de mémoire, parce qu'en plus après c'était les Tchèques déjà. Et les Tchèques, à l'époque, ils avaient un problème de gouvernement. Donc, personne n'était vraiment sûr de la capacité des Tchèques à obtenir des accords parce que c'était le bazar. En plus, il y avait des bisbilles entre le Premier ministre et le président. Le président, à l'époque, était Václav Klaus, qui était un eurosceptique qui refusait de signer le traité de Lisbonne. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les Français en 2008. Et là, cette année, oui, c'est un succès dans le sens où ce qu'on entend de la part de gens à la Commission, ce qu'on entend de la part de beaucoup de diplomates ou autres, c'est que le boulot fait par la France, donc la représentation permanente française avec ses 2 ambassadeurs, l'ambassadeur principal Philippe Léglise-Costa et l'adjoint Fabrice Dubreuil, et toutes les équipes, est considéré comme un boulot remarquable. Ils ont tenu une cadence de boulot infernale. Ils ont réussi à avancer sur beaucoup de textes. Après, voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut voir si ça tient dans la durée. Donc ça, le temps va nous permettre de vérifier. Ils ont réussi à la fois mener de front les sujets ukrainiens qui se sont imposés et les sujets lambda, on va dire, normaux. Et ça, on peut le dire, pas beaucoup de pays auraient pu encaisser. Après, voilà, comme on évoquait, il y a des petits trous, il y a des petits échecs. La conférence qui n'a pas prise, la taxe sur les multinationales, qui sont parfois du fait de la France ou du fait d'autres choses.
Et il y a des chantiers qui sont juste au début, parce que voilà, le paquet climat, il faut voir s'ils arrivent à l'emmener jusqu'au bout. La communauté politique européenne de Macron, il faut voir s'ils arrivent à l'emmener jusqu'au bout. Est-ce que l'unité européenne, qui a été un petit peu cultivée pendant cette présidence, va plus loin que le 30 juin? Est-ce que cette idée d'autonomie stratégique de l'Union européenne va perdurer? Ou est-ce que maintenant que les Français sont plus là à gérer l'agenda, les réunions, l'ordre du jour, etc., le sujet va baisser en intensité? Et là, on n'est plus dans la question de la présidence française, mais de l'influence française. Est-ce que cette influence française va perdurer à Bruxelles, va pouvoir... est-ce que la présidence aura pu être une sorte de catalyseur? Et sachant que l'élément à prendre en compte aussi, c'est est-ce que Emmanuel Macron, un petit peu fragilisé quand même en France, parce qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, il est dans le cas classique d'un gouvernement minoritaire, va pouvoir être aussi influent et porteur à Bruxelles qu'il l'a été ces 5 dernières années. Et c'est toujours ça qui est amusant de voir quand on parle avec des correspondants étrangers, d'autres pays de l'Union à Bruxelles, ou même de diplomates. C'est qu'en France, on a toujours l'image d'une France un peu dirigée depuis Bruxelles, ou pas très influente, où on se fait avoir par les Allemands ou par d'autres, les Polonais, le plombier, tout ça. Mais pour d'autres... sont plutôt en train de dire, mais depuis 5 ans, vous vous rendez pas compte, tout l'agenda, c'est vos trucs, l'endettement commun, les Allemands, ils ont fini par l'accepter, c'était quand même une lubie française, l'autonomie stratégique, c'est une lubie française, on est en train de la faire, votre président, il est partout, Scholz, il est nulle part, Merkel, elle était sur la fin, vous avez placé Charles Michel au Conseil, l'ancien Premier ministre belge qui est un proche de Macron quand même, donc comparé, je me souviens, à la fin du quinquennat Hollande, où là, l'influence française était par terre, il n'y avait plus rien, les choses ont changé. Et donc, voilà, la suite de la présidence, c'est est-ce que Macron arrive à maintenir cette influence et à continuer à la faire progresser. Et justement, en parlant d'influence, un des rôles d'une présidence, c'est d'avoir un rôle de médiateur. Donc en général, ce qu'on entend souvent, c'est voilà, on doit essayer, on doit favoriser le compromis. Et un truc qu'on entend souvent à Bruxelles, c'est les Français dire oui, mais comme on est médiateur, on peut pas aller au maximum de notre influence, on peut pas taper du poing sur la table comme on le ferait en temps normal. Et donc maintenant que la présidence française est finie, est-ce que du coup la France qui va être retournée dans un rôle d'État membre normal va pouvoir cette fois-ci y aller un peu plus comme un bourrin en niveau d'influence au conseil, en tapant du poing sur la table, en disant écoutez non là-dessus je suis pas du tout d'accord et je vais faire passer mon truc, ou est-ce que au final il y aura pas vraiment de changement dans la manière de faire l'influence française? En fait, taper du poing sur la table, ça marche pas. Moi, c'est pas comme ça que les États fonctionnent. Il y a cette idée, cette règle implicite que de toute façon on ne fait jamais d'accord sans la France et l'Allemagne. De toute façon, si vous voulez une majorité qualifiée au Conseil, il vaut mieux quand même avoir les deux, parce que sans eux, c'est compliqué d'arriver à la 55% de la population, ouais. Voilà. Donc, voilà. Après, taper du poing sur la table, vous pouvez le faire une fois ou deux, mais après, au bout d'un moment, les autres vont vous dire bon, bah écoute, continue à râler dans ton coin, nous on fait autre chose. Après, la France pourra continuer à jouer de son influence, bien entendu. Mais comme naturellement, le fait d'être la deuxième économie, la deuxième population, et tout ça. Et après, est-ce que les présidences travaillent ensemble? Donc les Français ont aidé les Tchèques à préparer leur présidence aussi, leur ont donné des billes pour continuer, etc. Donc oui, et après, encore une fois, la France a toujours su défendre ses intérêts à Bruxelles. Cette idée que la France serait un État qui se fait marcher dessus, qui ne sait pas ce que... Voilà, ça peut arriver. Je ne dis pas que sur tous les dossiers, la France est irréprochable, elle obtient ce qu'elle veut, elle ne perd jamais une négo ou autre. Mais voilà, la France a créé cette machine qu'on appelle l'Union européenne depuis le jour J, donc en 1957. À façonner le truc et à chaque fois à donner son accord à toutes les évolutions et à tous les grands textes, à toutes les grandes régulations. Elle a voulu la plupart des choses. Donc, oui, elle saura toujours défendre ses intérêts. Après, la question, c'est, voilà, Macron, qui a des grands projets, etc., s'il veut faire une communauté politique, s'il veut faire des traités, des machins, etc., là, par contre, à un moment donné, il a besoin de son Assemblée nationale. Et donc ça, s'il n'est pas capable, par contre, en France,
de rallier ou au moins de convaincre certains partis de soutenir sur une partie de sa politique européenne, ça va casser à un moment donné. Bon, là, pour la communauté politique européenne, on partirait sur un format informel, donc il n'y aurait pas de traité, pas de machin. Mais si un jour ils veulent aller un peu plus loin, là, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Et donc du coup maintenant, donc la présidence française c'est fini, maintenant c'est la République tchèque qui est aux manettes. Et vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est comment ça se fait, enfin la question de la transition d'une présidence à l'autre et de la continuité d'une présidence à l'autre. Parce qu'on pourrait dire, bah tiens, les Tchèques prennent les manettes, on remet tous les compteurs à zéro, on remet les priorités à zéro et on recommence depuis zéro. Mais en fait, en pratique, comment est-ce qu'on fait, comment ça se passe pour assurer qu'il y ait une forme de cohérence d'une présidence à l'autre, qu'il y ait une continuité en fait? Bah, alors déjà, elles se parlent entre elles. Il y a toujours des trios, donc c'est les Français, Tchèques et après c'est les Suédois, je crois. Ouais. Donc ils planifient un petit peu les dossiers sur le long terme, comme ça, sur 18 mois. Et là, par exemple, les Tchèques savent que comme les Français ont fait l'accord au sein du Conseil sur le paquet climat, les Tchèques ont déjà prévu qu'à l'automne, là, avant l'été, il y aura peut-être une réunion ou deux, mais ça ira pas beaucoup plus loin. À partir de la rentrée, il faut négocier avec le Parlement à fond le paquet climat. Donc il y a voilà, ce passage de témoin qui se fait. Les Tchèques ne vont pas dire du jour au lendemain, bon, en fait, moi, le paquet climat, je n'ai pas envie de faire. Il y a une partie de l'agenda qui s'impose à chacun. Et si les Tchèques n'ont pas fini, c'est les Suédois qui vont devoir récupérer le truc derrière. Ou après, ce qui peut se passer, alors là, je n'ai pas le détail de ce qu'ont prévu les Tchèques, mais les Tchèques peuvent se dire, moi, j'ai envie de mettre aussi à l'agenda quelque chose que les Français n'ont pas mis à l'agenda. Ça peut arriver. Par exemple, les Français sont arrivés en janvier dernier en disant, nous, on va ressortir des cartons le texte sur la parité homme-femme dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Ça faisait des années qu'il était mis au frigo parce qu'il ne passait pas au conseil, il n'y avait pas de majorité. Mais avec le nouveau gouvernement allemand, qui avant s'opposait, parce que c'était un gouvernement plutôt à droite, CDU était contre ce texte, avec le gouvernement socialiste libéraux vert, l'Allemagne est pour, les Français se disent super, opportunité, ça peut passer, donc on le relance. Donc il y a ces petits effets d'aubaine, mais dans l'ensemble, voilà, l'agenda continue, et après, il faut que... tout dépend de la capacité de négociation de chaque pays, parce que et c'est là où le talent, on va dire, des diplomates ou autres joue, ça influe sur la capacité de conclure des accords et d'avancer. Petit retour en arrière, on est au printemps 2021, on doit boucler la réforme de la PAC, donc la politique agricole commune. C'est très compliqué, il y a beaucoup de textes en même temps, etc. C'est une présidence portugaise. Les Portugais, du coup, organisent une sorte de méga trilogue. Donc les trilogues, c'est ces réunions entre le Conseil, le Parlement et la Commission pour trouver un accord. Et ils plantent le truc. Et de la part des gens présents à l'époque, c'est les Portugais qui sont très mal pris. Il n'y avait pas de marge de manœuvre de négociation, ils ont braqué les députés, c'est parti dans tous les sens, les ministres étaient à côté, bref, ça s'est mal passé. Donc le facteur humain est aussi important là-dedans. C'est pas juste une machine bien huilée, quoi. Et si, encore une fois, pour prendre un côté un peu plus méta, si on discute du principe même des présidences du Conseil, indépendamment de la France, indépendamment des Tchèques, indépendamment de qui que ce soit, est-ce que vous pensez que ces présidences par un État de l'Union Européenne, c'est vraiment des moments importants où les choses peuvent bouger réellement sous l'impulsion d'un pays, ou est-ce qu'en fait, c'est surtout de la com'? Non, ça peut bouger. En fait, les Français en font beaucoup. Les Français en font des tonnes. Ils survendent le truc en mode on va révolutionner le truc, machin. On peut, voilà. Mais puis après, c'est le côté français. Hein. Voilà, je me souviens, après avoir entendu Macron en décembre, on avait l'impression que on lui donnait juste les clés de la maison pour 6 mois et le mec disait moi je vais refaire la toiture, les fondations, la peinture, la tapisserie et puis on va bouger les meubles et puis en fait je vais en faire autre chose de la baraque. C'était un peu cette impression là. Alors qu'on lui demandait juste de gérer la boutique et de faire avancer les choses qui étaient possibles, etc. Lui non, c'était la grande révolution. Donc non, ça joue. C'est pas anodin. On peut, imaginons, est-ce que les négociations sur le paquet climat auraient été pareilles si on avait eu les Polonais?
Bah, justement sur ça, enfin, c'était ma dernière question, c'est si on se projette un petit peu dans le futur, vous avez mentionné la présidence polonaise, on va avoir un duo de présidence qui va être un petit peu salé, puisque, présidence, fin 2023 et début 2024, c'est, le combo présidence polonaise et présidence hongroise. Juste avant les élections européennes, conclusion des gros paquets, donc est-ce que c'est quelque chose où on peut, enfin, surtout de la manière dont notamment la Hongrie se comporte ces derniers mois, est-ce que c'est quelque chose où ça peut partir en vrille, ou est-ce qu'au final, ils vont être assez contraints par les possibilités de l'outil qu'est la présidence, et ils vont faire avancer le truc quand même, et ils vont pas faire ils vont pas en faire n'importe quoi, et ça va pas partir en vrille. Bah, le truc, c'est, présidence, vous pouvez pas, parce que vous êtes président du Conseil, que vous pouvez, de l'Union, que vous pouvez imposer vos vues. D'ailleurs, il faut arriver à mettre tout le monde d'accord. Je me souviens une fois, c'était les Néerlandais qui étaient président, qui assuraient la présidence, et ils énervaient beaucoup de monde parce qu'ils essayaient de pousser leur truc dans les textes. Et les autres disaient non mais c'est bon, on voit venir là, mec. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des choses qui nous plaisent quand on est la présidence, mais il faut arriver à s'insérer dans ce qui est quand même l'état général des rapports de force. Donc les Polonais et les Hongrois ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Le risque, c'est tout ça, c'est très hypothétique. C'est s'ils jouent pas le jeu de faire avancer tous les textes, y compris ceux qui leur plaisent pas. Alors que c'est quand vous dites déjà les Hongrois. Je crois que c'est premier semestre 2024, les Hongrois. Bon, ça l'avantage, c'est que normalement tout sera fini en fin 2023. Et les Polonais, c'est quand alors? Les Polonais, c'est deuxième semestre 2023. Alors voilà. Alors par contre, voilà, c'est les Polonais qui sont cruciaux, c'est-à-dire qu'il faut faire tout aboutir à ce moment-là, parce qu'après, effectivement, on pouvait continuer à boucler des textes en janvier 2024, mais après, il faut encore les faire passer au Parlement. Donc, il faut profiter des dernières plénières au Parlement pour les faire voter. Donc, en gros, votre deadline pour un accord en trilogue, c'est fin janvier 2024. Donc, le risque, voilà, c'est qu'ils énervent tout le monde si ils font pas avancer les choses et qu'ils disent, ils font du chantage, etc. Ça marche pas. C'est pas une stratégie viable de faire du chantage à Bruxelles entre États. Il y a quand même cette idée que l'Union est une communauté voulue par tout le monde. Et qu'on ne se fait pas du chantage entre États membres. On fait des accords, on discute, on négocie, mais le chantage, là, c'est pour ça que les Hongrois qui font du chantage sur le truc, je ne sais pas combien de temps, sur la taxe sur les multinationales, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors en fait, s'ils n'ont rien à offrir. En fait, je me suis planté, je viens de revérifier mon calendrier, c'est bien Hongrie et Pologne, mais je me suis trompé d'un an, c'est les Hongrois prennent deuxième semestre 2024, et la Pologne premier semestre 2025. Donc c'est juste après les élections qu'ils vont récupérer. Bah alors, dans ce cas-là, je recommence. Là, c'est l'avantage, c'est que c'est le moment où c'est un peu creux. C'est le moment où la machine, en fait, si on fait le calendrier un peu à l'avance, donc on a les élections en mai à peu près 2024 dans ces eaux-là. On aura donc la nouvelle Commission européenne en place pour l'automne 2024 si tout se passe bien. Ça veut dire qu'elle va recommencer à bosser et à réfléchir sur les textes début 2025. Donc une fois que le Parlement sera de nouveau opérationnel, donc à l'automne 2024, ils pourront négocier à la limite avec la présidence les textes qui n'auront pas été bouclés avant les élections. Ça peut arriver qu'ils relancent des trucs pour essayer de voir si ça peut passer. Mais les nouveaux textes n'arriveront pas avant fin du premier semestre 2025. Donc ils loupent le coche. Donc ils loupent le coche. Mais après, je veux dire, la Pologne, en tant que telle, étant quand même le grand pays d'Europe de l'Est, elle a une influence naturelle aussi au Conseil. On ne peut pas tout le temps mettre la Pologne en minorité, on ne peut pas tout le temps lui dire d'aller se faire voir, etc. Et puis il y a des élections entre-temps, donc on ne sait pas ce qui va se passer non plus aux élections polonaises. Ça, on verra. Tout à fait. Bon, même si là, le gouvernement est encore en tête dans les sondages. Ah oui. Je regarde juste dans le chat. Ouais, 2024-2025, c'est un peu le monde vide, oui, parce que c'est le début les débuts de la nouvelle Commission européenne. Écoutez, moi de mon côté, c'était les dernières questions que j'avais pour vous. C'était fort intéressant. Peut-être pour conclure de votre côté, s'il y a une chose que les gens doivent comprendre d'une présidence du Conseil, qu'est-ce que c'est? C'est pas toujours facile à expliquer parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le système politique français. C'est comme si on avait une présidence tournante du Sénat entre les régions. Quoi. Comment dire?
En fait, c'est à la fois... Ouais, je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles à expliquer parce que c'est à la fois quelque chose d'important, mais de quelque chose à la fois aussi très technique, très dans les coulisses. Et certains États, dont la France, en font des grands événements politiques pour essayer de pousser un agenda politique un peu métaphysique. Donc on est vraiment dans l'entre-deux. Mais c'est ça qui... Comment dire? Et c'est ça aussi qui montre... Alors c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Si on peut retenir ça. C'est ça qui montre que l'Union européenne reste avant tout une création des États membres pour les États membres. Oui, il y a la Commission européenne qui a parfois des compétences exclusives. Oui, il y a un Parlement européen qui co-vote, qui co-décide sur les lois. Mais il ne faut jamais oublier, malgré ce que peuvent dire beaucoup de gens, que si un État est dans l'Union, c'est parce que les États ont voulu la créer et cet État veut y rester. Aujourd'hui, un État peut partir, il y en a un qui a fait l'expérience, qui l'a mené jusqu'au bout. Mais il faut toujours... Alors, tout le monde n'a pas besoin de faire ça, mais si on regarde la première page du traité, c'est la liste des États membres qui disent, nous, en gros, je sous-signais la France, je sous-signais la Belgique, je sous-signais machin, décide de faire l'Union européenne. Et finalement, cette présidence tournante, c'est ça. C'est à un moment donné, les États se tournent pour assurer l'avis d'une des institutions qui est la leur, finalement, parce que c'est vraiment leur chambre à eux, avec le Parlement qui est la chambre des députés et directement élu par les citoyens. Mais c'est ça, la présidence tournante, c'est peut-être ça. Elle rappelle que l'Union européenne, c'est avant tout la volonté des États de faire des choses ensemble, d'avoir des décisions communes, d'avoir un destin commun et de faire des politiques en commun. C'est surtout ça, on fait des politiques en commun. On décide ensemble de réduire nos émissions de carbone, on décide ensemble de protéger nos données, on décide ensemble de réguler les plateformes, etc. Et que voilà, les décisions de l'Union européenne, c'est pas la Commission toute seule dans son coin qui fait des trucs. Oui, c'est pas Bruxelles impose, c'est les États membres ensemble décident de... Ouais, avec le Parlement aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a toujours les États quelque part à un moment dans la décision. La Commission de Bruxelles, comme on entend, elle n'est pas si puissante que ça, au fond. Quand on regarde vraiment comment ça fonctionne, dans beaucoup de domaines, alors il y a quelques domaines où oui, elle a pas mal de marge de manœuvre, mais souvent, même si elle veut faire un truc, à la fin, les États, ils peuvent dire hop, 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 t'arrêtes tes bêtises tout de suite. Moi, je suis pas d'accord. Oui, qui plus est, avec la présidence von der Leyen, qui est plus proche du Conseil que ce que pouvait l'être la présidence, enfin la commission Juncker, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Bah écoutez, c'était très clair. Merci beaucoup Jean-Sébastien Lefebvre pour votre temps et répondre à vos questions. Chat, soyez sûr de remercier Monsieur Lefebvre pour son temps. Vous pouvez le suivre sur Twitter, vous avez son ad juste sous le flux vidéo. J'espère que vous avez apprécié votre première expérience Twitch. C'était parfait. Eh ben écoutez, c'est parfait, on est content de vous avoir eu ici. Merci encore. Chat, restez avec moi, on va lancer le débriefing. Et bah écoutez, monsieur Jean-Sébastien Lefebvre, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt, j'espère. À vous aussi, au revoir. Bonne soirée. Alors, commençons le débrief. Dites-moi tout. Alors, attendez, hop, je vire mon zoom, bim bam boum. Ni vu ni connu. Alors, le mot du président, non, ce n'est pas le mot du président que je veux. C'est la présidence française du Conseil. Donc, merci. Ah, parfait, des gens qui disent merci, c'est bien. Le Conseil, c'est aussi la preuve que l'UE est une construction politique plus encore qu'une construction juridique. C'est pas faux. Alors, c'est pas ce que je comprends pas ce que c'est qu'une construction politique, mais tu as raison, c'est effectivement plus une construction. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand nécessité fait loi. C'est pas parce que quelque chose n'est pas possible dans le texte, et bah quand c'est pas possible, on peut le faire arriver. On l'a vu pendant la pandémie, on l'a vu pendant la crise grecque. Enfin, à chaque fois qu'il y a une crise, en fait, quand elle est dos au mur, l'UE et surtout les États membres, elle sait être inventive quand il faut. Bref, bah écoutez, moi sur ce truc c'était assez intéressant, on a pu discuter de beaucoup de choses. J'ai comme d'habitude pris des notes sur mon fidèle carnet. On va refaire un petit peu, couvrir tout ça. Si vous avez des questions, des trucs qu'on n'a pas couverts dans l'interview, c'est le moment de me les dire, on pourra en discuter. Alors premier truc, pour une fois je suis pas d'accord en fait, c'est quand Monsieur Lefebvre expliquait ce que c'était que le conseil. Il dit un truc qu'on entend souvent, c'est pas lui qui l'invente, hein. Il dit voilà, le Conseil c'est un peu l'équivalent du Sénat dans les institutions françaises. J'ai jamais été trop d'accord avec ce parallèle, parce que enfin,
effectivement, l'idée que le Conseil c'est Sénat, ça montre bien le côté co-législateur, hein. Il y a d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre côté le Sénat, et on peut dire que la Commission européenne et le gouvernement. Mais à côté de ça, le Sénat, déjà, c'est une institution qui est élue, hein. Il y a des élections pour désigner qui sont vos sénateurs, alors élections indirectes, mais le Conseil, vous avez vos élections nationales, mais après, il n'y a pas de responsabilité directe entre le citoyen et le Conseil. Donc de ce point de vue-là, je suis pas nécessairement d'accord sur l'allégorie avec le Sénat où ça va plus loin que ça. Mais et aussi le Conseil est probablement beaucoup plus puissant que ce que le Sénat pourrait l'être dans le contexte français. Je veux dire, si on regarde l'équilibre des pouvoirs dans les institutions européennes, le Conseil est, j'ai pas envie de dire de loin, ça serait à débattre, mais en tout cas, le Conseil est clairement l'institution la plus puissante parmi les institutions européennes. Ça ferait dans l'ordre Conseil, Commission européenne, et je sais même pas si je mettrais le Parlement européen en troisième. Il est plus proche d'un Bundesrat allemand que d'un Sénat français. Oui, mais c'est que le Bundesrat, il est... Alors, Kylian, tu vas me dire, parce que j'avoue que je suis un peu rouillé sur mon système, le système allemand. Donc, le Bundesrat, ça représente les Länder. En Allemagne, est-ce qu'il y a des élections sur le Bundesrat? C'est pas juste, ils envoient le président des Länder. Il est composé des... Ah, ok, d'accord. Dans ce cas-là, effectivement, s'il est composé des membres des gouvernements des Länder, dans ce cas-là, effectivement, c'est plus proche des Bundesrat. Tu as raison, Kylian. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est probablement plus proche du Bundesrat allemand que du Sénat. Donc, et le Bundesrat, ça vote par délégation de Länder. Donc, effectivement, ouais, on se rapproche plus d'un modèle Bundesrat que d'un modèle Sénat. Le Conseil, c'est pas le Sénat, c'est l'inverse exact du Comité économique et social. C'est pas gentil avec le CESE. Même si tu as raison, mais c'est pas gentil avec le CESE. Bref, tout ça pour dire... Conseil comme le Sénat en France, je ne sais pas, mais après c'est compliqué de trouver des parallèles avec la politique française, parce que c'est vrai que le système politique européen n'a pas vraiment d'équivalent avec la politique, enfin le système politique français. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Macron qui veut pousser son agenda en amont de la présidence française. Alors, c'est pas seulement un truc de Macron, une présidence française, hein, ça ne s'improvise pas. Hein. Enfin, une présidence tout court de conseil, ça ne s'improvise pas. C'est pas vous pointer le 1er janvier en disant ah ok, qu'est-ce qu'on va glander les gars pendant 6 mois. Je me sens plutôt discuter ça. C'est des choses qui se préparent longtemps en amont. Hein. En France, pour la présidence française, il me semble qu'ils ont commencé les préparatifs en 2018. Ils ont commencé à réfléchir à ce qu'ils allaient faire pour la présidence française de 2022. Non, c'est même fin 2022, ils ont commencé à y réfléchir en 2018. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Même si, effectivement, après derrière, il y a le facteur Macron qui a voulu en faire une plateforme pour pousser son agenda politique. Et effectivement, quand on donnait, sur FF disait que... la France était influente et les autres diplomates disaient oui mais Macron et la France a réussi à imposer ces sujets ces 5 dernières années au niveau européen. C'est vrai, là-dessus c'est objectivement vrai. Tous les sujets ou les termes qu'on entend aujourd'hui à Bruxelles, que ce soit la question de la souveraineté européenne, ça c'est vraiment le meilleur exemple. Là, on a cité l'exemple de la dette commune, les compétences évidemment, l'accroissement des compétences européenne, c'est tout un tas de concepts. Il y a 5 ans, enfin il y a un peu plus maintenant, il y a 10 ans, vous auriez dit à quelqu'un, alors faudrait qu'on fasse un truc où on va faire la souveraineté européenne, n'importe qui à Bruxelles vous aurait traité de dangereux nationaliste. Et aujourd'hui, c'est... Effectivement, les débats se font sur les termes qui ont été poussés par Macron. C'est Macron qui a mis sur la table le sujet de la souveraineté européenne, la conférence sur le futur de l'Europe, même si au final ça a été un peu un échec, c'est un sujet qui a été poussé par Macron. Enfin voilà, il y a quand même c'est pas juste la personnalité de Macron qui a fait que, mais il y a clairement eu une influence française sur les thèmes qui font maintenant la politique européenne. Enfin, Von der Leyen est notoirement très proche d'Emmanuel Macron. C'est plus ou moins Macron qui l'a mis là. Hein. Donc, c'est vrai qu'en termes, si on parle d'influence française, elle est réelle. Elle est réelle, ne serait-ce que dans les thèmes
qui sont poussées, avec des exceptions. On a parlé évidemment de la question de l'élargissement de l'Europe, où là, par contre, c'est plus une vision version pays de l'Est qui est passée plutôt qu'une version française. C'est l'église Costa plus que Macron. Alors, oui et non. Oui, c'est l'église Costa qui... Donc l'église Costa, pour ceux qui ne le savent pas, l'église Costa, c'est le chef de la représentation permanente de la France, donc en gros l'ambassadeur français auprès de l'Union Européenne, et qui est en fait le diplomate en chef le diplomate français en chef à Bruxelles pour les affaires européennes. Et donc effectivement, c'est l'église Costa et son prédécesseur qui était très connu. Et évidemment, j'ai un trou de mémoire sur son nom. Merde, j'ai plus en tête le nom du prédécesseur de l'église Costa, mais qui est aussi un ponte à Bruxelles là-dessus. Mais bref, oui, effectivement, l'église Costa, c'est lui qui va aller vendre le truc aux différents RP. Et effectivement, l'église Costa est quelqu'un de très compétent. Mais l'église Costa, il représente ce que le gouvernement, il dit ce que le gouvernement lui dit de dire en fait. Donc c'est l'église Costa va aller expliquer vendre aux États membres la politique que Emmanuel Macron veut qu'il mène. Donc même s'il y a un facteur à l'église Costa, les concepts sont de Macron, et il a réussi à faire résonner ça auprès des élus européens et auprès du grand public. Donc il y a aussi un facteur Macron qui est aussi indéniable. Monsieur, est-ce qu'il serait trop français? Alors attends. J'ai loupé un truc. Ah, Macron qui veut montrer par son taf que quand il sera au chômage, dans 5 ans, il sera parfait président du Conseil européen. Je sais pas s'il fera un bon président du Conseil européen. Je sais pas si les autres déjà voudraient qu'il soit président du Conseil européen, parce que je suis pas sûr qu'il accepterait de... Les gens auraient un peu trop peur qu'il se mette en avant. Ça, après, on verra, ça sera à Emmanuel Macron de décider à la fin de son mandat s'il décide d'aller devenir le nouveau Charles Michel. Ça sera à lui-même et aux États membres de le décider, mais ça on verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon petit papier? L'Ukraine et la PFE. Ah oui, l'Ukraine évidemment, ça a tout chamboulé du jour au lendemain au niveau des priorités de la présidence française, et ce que je vais faire expliquer bien, c'est ce qui a aidé, ce qui a aidé dans le fait que ce soit une présidence française, c'est que c'est un grand pays. Et donc, du coup, il y a des grosses ressources qui peuvent être mobilisées en permanence. Voilà, il a mentionné que déjà en temps normal, l'ARP, donc la représentation permanente, l'ambassade de France, entre guillemets, pour l'UE, c'est 200 personnes. Ça monte à 280, il disait, en période de présidence, sans compter tout le staff dans les ministères à Paris qui bosse. Et effectivement, quand il y a soudainement un truc énorme qui tombe, comme l'invasion de l'Ukraine, le fait que ça soit la France, elle en a sous le coude et elle peut dire ok, j'accrois les moyens, et du coup j'ai la capacité pour couvrir non seulement les sujets normaux que j'avais prévu de couvrir pour ma présidence, mais en plus ce truc nouveau qui vient envahir l'agenda. Effectivement, si ça avait été la présidence luxembourgeoise, ça aurait été un peu plus compliqué pour eux. Ils auraient dû faire des choix un peu drastiques, même s'ils ont aidé, parce que par exemple quand vous avez un petit pays, en général, la pratique, c'est que donc changer de présidence du Conseil tous les 6 mois. Donc 1er janvier, 30 juin, 1er juillet, 31 décembre. Et l'ordre, en général, c'est un grand pays, un petit pays. C'est comme ça. Philippe Etienne. Merci, Lidor, c'est Philippe Etienne. Merde, attends. Non, attends. Est-ce que je me plante? Bouge pas. Philippe Etienne... Oui, Philippe Etienne. Effectivement, tu as raison. Hop là. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Donc oui, effectivement, c'est donc l'alternance grand pays, petit pays, pour un peu d'équité entre les États membres au moment des présidences. Et ce qui se passe souvent, c'est quand les petits pays prennent une présidence, ils vont pas s'appuyer uniquement sur leur staff. Tu vas avoir la Commission européenne et aussi les autres États membres qui peuvent proposer de prêter du staff. C'est-à-dire que la Commission européenne va prêter des experts à, admettons, la présidence luxembourgeoise en disant, bah voilà, si vous voulez, on vous met à disposition des fonctionnaires de la Commission européenne qui vont bosser pour vous le temps de votre présidence. La France, l'Allemagne, les autres grands pays européens peuvent dire, bah ok, Luxembourg, si tu veux, je peux aussi te prêter des fonctionnaires, des experts, pour qu'ils puissent t'aider pendant ta présidence. Après, derrière, c'est le Luxembourg de décider
ce qu'ils acceptent et qu'ils n'acceptent pas l'offre, l'aide qu'il a offerte notamment par les autres États membres, mais c'est une pratique qui se fait où ils peuvent se refiler des experts techniques pour les aider sur le fond. Les grands États membres, évidemment, n'ont pas besoin d'aider. La France, probablement, n'a pas pris, ne s'est probablement pas vu offert des experts par d'autres pays. Elle a peut-être eu des gens de la Commission qui ont pu aider ponctuellement, mais les petits pays, c'est un moyen qui existe au sein du Conseil pour aider les petits pays à faire quelque chose. Et éviter par exemple que si t'as une présidence luxembourgeoise, bah, il se passe pas grand chose parce que les pauvres luxembourgeois, bah, ils ont juste pas la puissance de feu en interne pour faire fonctionner une présidence de l'Union Européenne. Donc c'est des choses qui existent. L'ARP France, on en a déjà discuté, donc c'est l'ambassade, entre guillemets l'ambassade de France auprès des institutions européennes, et c'est on va dire c'est la cheville ouvrière de l'influence française à Bruxelles, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont être au Conseil, donc c'est les gens qui travaillent au quotidien au sein du Conseil, mais c'est aussi le point de relais pour la France vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui se passe en permanence, c'est l'ARP France, elle va envoyer sur tous les dossiers des notes aux députés européens français, quel que soit le parti, en disant voilà, sur ce dossier, les autorités françaises pensent ceci, cela. Et donc ils disent aux députés européens français, voici ce que la France défend en termes de position, voici ce que la France pense sur tel ou tel dossier. Donc par exemple, s'il y a un dossier qui est voté en plénière, on va dire voilà, la France elle est plutôt d'accord avec tel amendement, elle n'est pas d'accord avec telle autre chose, etc. Et donc c'est un moyen aussi d'influencer les députés européens, puisque les députés européens, surtout quand ils sont de la majorité, mais aussi quand ils sont pas de la majorité, ils essaient de faire en sorte de défendre aussi les intérêts français dans une certaine mesure, et donc ils vont aussi regarder un peu ce que la France fait. Les députés vont aussi demander activement à l'RP France, en disant voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là, pour essayer d'assurer qu'il y ait une cohérence, parce que les Français ne veulent pas être vus comme des gens qui tirent contre leur camp, entre guillemets, hein, parce que même s'il peut y avoir des divergences politiques, ultimement, ils sont français. Je sais pas pourquoi le chat déconne comme ça sur mon écran. C'est la première fois que je vois ça. Faut que je regarde ça à l'occasion. Bref, désolé pour le truc très moche qui apparaît à l'écran, mais c'est la première fois que ça me fait ça. Faut que je me penche sur le truc un peu plus tard. Donc oui, la RP France, c'est vraiment c'est un truc très important. À Bruxelles, on n'en parle pas souvent, mais c'est le nerf de la guerre de l'influence française à Bruxelles. On a parlé quoi? On a parlé défense européenne, où on a discuté de qu'est-ce qui relève de la vision française de la défense et, entre guillemets, d'un regain de puissance de l'OTAN. Et effectivement, M. Lefebvre a expliqué qu'il y a deux sujets différents. Il y a d'un côté, quand on envoie des troupes, là, effectivement, c'est l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui est capable de mettre des troupes à disposition. Et il y a la gouvernance, etc. etc. Et de l'autre côté, ce que la France veut en termes de thèmes un peu métaphysiques sur le... Au-delà des termes métaphysiques sur la défense européenne, c'est une vision plus industrialiste, en disant voilà, on peut pas faire une armée européenne, ça n'est pas possible, etc. Il y a toutes les questions de gouvernance qui se poseraient. Mais en revanche, on peut faire des projets communs. Par exemple, il y a des programmes franco-allemands mais ouverts à d'autres, pour développer un drone européen, pour développer un tank européen, pour développer un avion européen. Et donc, les nouveaux programmes de défense européenne encouragent ces coopérations entre les États membres pour développer des systèmes d'armement européens, et donc ultimement pour équiper les armées européennes, et ne plus s'appuyer uniquement sur l'équipement américain, même si les États derrière sont libres d'acheter le matos qu'ils veulent, hein, et on le voit bien aujourd'hui notamment vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine, ce qui se passe notamment dans les pays de l'Est, puisque, vous allez vous en douter, l'armée ukrainienne est plutôt entraînée sur des équipements qui sont d'origine russe ou soviétique, et les pays de l'Est, européens de l'Est, ont encore aujourd'hui dans leur stock de l'équipement russe ou de l'équipement soviétique qu'ils ont hérité de l'époque de l'Union soviétique. Et du coup, une pratique qui a émergé, c'était de dire, pour les pays de l'Est, ok, on va donner notre équipement d'origine russe ou soviétique aux Ukrainiens, parce que c'est de l'équipement avec lequel ils sont entraînés, ils sauront l'utiliser, mais en échange, les autres pays de l'Ouest vont nous donner de l'équipement moderne, américain, allemand, espagnol ou autre, pour remplacer ce qu'on donne aux Ukrainiens. Donc en gros, c'est comme ça que les pays de l'Est s'y retrouvent un petit peu au change, puisque
ils récupèrent de l'équipement moderne en échange en se débarrassant de leur équipement, de leur vieil équipement russe. Par exemple, les Allemands avaient des entrepôts complets d'équipements soviétiques qu'ils avaient hérité de l'Allemagne de l'Est. Et donc ils refilaient aux Ukrainiens. Et donc en échange, ils vont récupérer de l'équipement américain, de l'équipement allemand. C'est les Allemands qui vont notamment équiper en tank notamment, je crois, les Polonais ou les Tchèques, je ne sais plus. Mais du coup, il y a cet échange de bons procédés et donc cette concurrence aussi au niveau des équipementiers européens et américains et les Français qui aimeraient bien que les gens achètent plus français. Qu'aujourd'hui, en Europe, ça achète pas beaucoup français, à part les Grecs. Les Grecs aiment bien acheter français. Hein. Ça, c'est un truc qui est depuis plusieurs années, mais sinon, dans les pays de l'Est, ils aiment bien acheter américain. Ce qui fait depuis longtemps l'objet de critique de la part de la France. De quoi on a parlé je vois le temps qui passe, donc je vais essayer d'y aller quand même assez vite. On a parlé de la timeline des textes législatifs. Effectivement, en France, un texte, quand il y a une majorité, alors aujourd'hui c'est pas vraiment le cas, mais dans une configuration 5ème République, post-réforme du quinquennat jusque près 2022, les textes peuvent aller défiler assez vite à l'Assemblée nationale, au Sénat. Hein. On pouvait pondre un texte, une législation tous les 3-4 mois, si ça va vite. Au niveau européen, c'est pas comme ça. Hein. Si les choses vont vraiment très vite, ça va prendre 1 an minimum. Genre un texte un peu plus normal, on va dire, ça va prendre 1 an et demi, 2 ans. Et si effectivement vous avez des textes qui sont très compliqués, alors là par contre ça peut attendre des dizaines d'années. Par exemple là on a mentionné pour l'interview la question des quotas. Je crois que c'était un truc qui était au frigo depuis quasiment 10 ans, quoi. Donc l'agenda législatif européen, mais pas le truc le plus rapide du monde, pour plein de raisons différentes, hein, mais effectivement, c'est très différent de ce à quoi on est habitué en France. De quoi d'autre? Le 6ème paquet de sanctions. Alors, quand on a parlé un peu des trucs, en gros, les négociations les plus compliquées pour les Français, ça a été, il a mentionné le 6ème paquet de sanctions, donc c'est le dernier package de sanctions contre la Russie par l'Union Européenne, et qui comprend notamment l'embargo partiel sur le pétrole russe. Alors je dis embargo partiel parce que initialement la Commission européenne avait fait une proposition pour que l'Europe, d'ici la fin 2022, se coupe complètement des importations de pétrole russe. Mais les Hongrois, les Tchèques aussi, et je crois les Slovaques, n'étaient pas d'accord. Ils disaient non parce qu'eux, ils dépendaient beaucoup du pétrole russe. Orban avait vu là aussi un moyen de faire monter un peu les enchères vis-à-vis des autres États européens. Et après moult négociations, hein, le dossier a été bloqué pendant 1 mois, ce qui est quand même long pour un paquet de sanctions, hein, surtout quand il y avait eu des grandes annonces de la présidente de la commission sur ce truc-là. Au final, il y a eu un accord à l'arraché où en fait, ce qui est interdit d'ici fin 2022, c'est les importations, sauf pipeline. Donc en fait, ce qui est en fait une exception qui a été faite pour les Hongrois, puisque les Hongrois importent très majoritairement leur pétrole russe par des pipelines, et donc c'est pas le pétrole importé par pipeline est exclu de ce paquet de sanctions, et du coup, avec cette exception, ça représentait en fait de facto un ban des 2/3 du pétrole russe en Europe, et en plus, comme au-delà de ça, il y a les pays baltes et la Pologne qui ont déclaré que quoi qu'il arrive, ils sortiraient complètement du pétrole russe d'ici la fin 2022. En fait, au total, après le 6ème paquet de sanctions, ça veut dire que d'ici fin 2022, 90%, il y aura une réduction de 90% du pétrole russe importé en Europe. Ce qui est quand même pas mal, c'est pas 100%, évidemment, et il y a quand même c'est la première fois, entre guillemets, qu'il y a une vraie grosse marque de division entre les États membres, hein, puisque pas la Pologne, la Hongrie était vraiment chaud bouillante contre ce paquet de sanctions, et ce compromis commence à montrer un peu les limites de l'exercice, où on touche, comme il expliquait, on touche un peu au dur, c'est-à-dire là, on touche vraiment aux choses où ça va commencer à coûter aux économies européennes d'aller plus loin sur les sanctions. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La conférence sur le futur de l'Europe. Je pense que j'ai passé assez de temps à dunker dessus pour expliquer qu'effectivement c'est un échec et qu'il n'y a aucun appétit de la part
on va dire, une majorité des États membres pour faire une réforme des traités. Parce que, enfin voilà, entre ceux qui sont ouverts à une réforme des traités, mais pas surtout ce que la conférence sur le futur de l'Europe voudrait, hein, parce qu'ils voudraient pas. Par exemple, les Néerlandais ne vont pas accepter de se débarrasser du veto sur les questions fiscales. Les Français eux-mêmes ne sont pas complètement en raccord sur une ouverture complète des traités. Je parle même pas des Polonais et des Hongrois qui ne veulent surtout pas qu'on remette en cause les vétos sur un certain nombre de points, notamment la question des affaires étrangères. Donc du coup, voilà, cette pauvre conférence, elle a été un peu envoyée à mourir. Le Conseil n'en a jamais voulu de ces conférences sur le futur de l'Europe, et donc là, maintenant, la question c'est il va en sortir. La Commission européenne a senti un petit peu le truc et commence en douceur à enterrer le truc, hein, en disant voilà, on pense pas qu'il est nécessaire de faire une grande réforme des traités, on peut faire des trucs à traités constants, il y a quand même des choses qu'on peut changer, blablabla, mais la réforme des traités n'est clairement pas à l'agenda aujourd'hui parce que les États membres n'y sont pas prêts. Les États membres n'y sont pas prêts et particulièrement la Pologne et la Hongrie, alors il n'y a pas que, hein, c'est pas pour les jeter uniquement eux sous le bus, mais particulièrement eux, ils ont une vision de l'Europe qui est radicalement différente de la plupart des autres, et ça fait que, bah, entre guillemets, tant qu'il y a un gouvernement Fidesz et PiS dans ces pays-là, bah, il n'y aura pas de réforme. Et quelque part, ça va très bien. Enfin, si on prend les Français, je pense pas que ça dérange plus que ça Macron d'avoir un Parlement européen qui n'est pas aussi puissant, qui n'est pas complètement puissant, ou d'avoir une Commission européenne qui n'est pas complètement indépendante du Conseil. Hein. Macron, même s'il croit en l'Europe c'est un projet politique en lequel il croit, il est plus dans une approche d'Europe intergouvernementale qu'une Europe fédérale. Donc, c'est pas juste les méchants Hongrois, les méchants Polonais qui veulent empêcher la réforme des traités. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas la même définition de ce qu'ils attendent de l'Union européenne. Mais à un moment donné, enfin, je veux dire, les traités ne sont pas éternels, il y a un moment donné où ils vont bien être obligés de rouvrir ça. Et c'est effectivement aussi une question de crédibilité de l'Union européenne, parce que les gens, au bout d'un moment, vont leur dire, mais en fait, l'Union européenne, elle est incapable de changer, donc pourquoi est-ce qu'on devrait regarder l'Union européenne ? C'est un peu aussi le côté où le Conseil peut se tirer un peu une balle dans le pied en disant qu'ils sont pro-européens, mais après ils empêchent l'Union européenne d'évoluer. Enfin bref. Dernier sujet. Bon, en fait, non, pas dernier sujet, parce que les vétos, on en a déjà parlé avec la Pologne et la Hongrie. L'influence française, on en a déjà parlé. Et la question du Conseil qui n'a pas les clés. Effectivement, quand on a la présidence du Conseil, on ne fait pas tout ce qu'on veut. C'est pas les clés du camion et tu refais la maison du sol au plafond. Tu as un cadre, tu as des marges de manœuvre pour faire des choses, mais ça veut pas dire que tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Le reste, c'est un peu du spin. Que la France a fait beaucoup. Mais bref, du coup, pour répondre à la question qui est le titre de ce stream, quel est le bilan de la présidence de l'Union ? Alors en fait, je me rends compte que j'ai blablaté le truc non-stop, et en fait, j'ai mis le site de la présidence française. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le site le site officiel de la présidence française de l'Union européenne. Et comme je vais pas me mettre dans un tunnel encore d'une demi-heure sur ça, ce que je vais faire, c'est vous mettre le lien vers le bilan officiel de la France. Hein. La France a fait son propre bilan, et du coup, il y a un document que je vais vous montrer juste là, voilà, où ils font, quels sont les gros sujets sur lesquels, donc il y a tout un truc sur l'Ukraine, ils font un peu leur checklist des différents trucs qu'ils font, donc je crois que de mémoire, la présidence française dit qu'ils ont rempli 97% de leurs objectifs. Bon, c'est peut-être un peu plus nuancé que ça, mais dans tous les cas, ils ont réussi à cocher beaucoup de cases, et c'est absolument indéniable. Et si vous voulez faire l'exercice de comparaison, ça, c'est le programme qu'ils avaient au tout début. Quand en janvier ils sont arrivés, ils ont dit bah voilà, nous c'est ce qu'on veut faire quand on arrivera dans la présidence française. Et du coup, vous pourrez faire un peu le comparatif sur le avant-après. Mais je pense que c'est indéniable de dire que la présidence française a effectivement été un succès. Alors on verra après le follow-up, etc., si dans les faits les choses ont bien avancé. Mais en tout cas, il y a
Il y a des gros dossiers qui ont avancé. Il y a des gros dossiers qui ont avancé, hein, que ce soit les sujets de régulation numérique, le sujet du paquet climat, le sujet de la directive sur les salaires minimums et tout un tas d'autres, hein, même si effectivement, comme tu dis, Rémi, pardon, un autobilan c'est très juste, très neutre, etc. Mais il n'empêche que sur beaucoup de choses, ça n'allait pas de soi qu'ils trouvent un accord. Le paquet climat, effectivement, ça n'allait pas de soi qu'ils trouvent un accord. La question du salaire minimum, c'était un truc quand même super tendu en termes de négociation, parce qu'il y a des divisions entre les pays de l'Ouest, les pays de l'Est, les pays du Nord, les pays du Sud. Enfin ouais, c'était un micmac pas possible. Donc c'était pas non, ils ont pas chômé. Hein. Donc vraiment là-dessus, c'est vrai que quand il explique que Monsieur Lefebvre expliquait que les diplomates, enfin que en gros les partenaires européens reconnaissent que il y a eu un énorme travail qui a été fait par la présidence française pour faire passer tout un tas de dossiers, et qu'ils n'ont pas chômé et qu'ils ont réussi à faire des trucs, c'est vrai. De ce point de vue-là, c'est vrai. Après, derrière, ça sera à chacun de juger est-ce que les accords conclus sont assez ambitieux, etc. Après, il y a des réalités de négociation à prendre en compte. Mais voilà, le bilan est là, il y a eu du taf. Ça n'a pas été aussi impacté qu'on aurait pu le penser par les présidentielles françaises. Ils ont su tenir de front à la fois le travail normal d'une présidence française, d'une présidence du Conseil, et en plus toutes les conséquences de la guerre en Ukraine et le surcroît, la surcharge de travail que ça suppose, avec le bémol de la conférence sur le futur de l'Europe. Et désolé Kylian, mais je n'arrêterai jamais de dunker cette pauvre conférence. Même si j'aurais bien aimé qu'elle soit un succès, la conférence, mais je ne peux pas en toute honnêteté dire que cette conférence est un succès. La pauvre, elle a été envoyée un peu pour mourir, en notre nom à tous. Mais bref, grosso modo, ça a bien fait le boulot. Tu vas boycotter mon stream. Oh merde. S'il te plaît, me retire pas un quart de moi, un quart de mon audience, s'il te plaît, Kylian. Ne me fais pas ça. Mais bref, on rigole. Je vais conclure ici, donc j'espère que vous avez apprécié ce format qui est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque là c'était réaction un peu de l'actualité, ça n'était pas un député européen, etc. Mais je pensais que c'était important à faire pour la fin de cette présidence, d'avoir quelqu'un aussi qui n'est pas un député européen et qui donc n'a pas un agenda politique à défendre, quelqu'un qui a une vision un peu plus experte et objective. On approche de la fin de cette saison, puisque en fait c'est même la fin de la saison, puisque la semaine prochaine j'aurai juste mon événement de fin de saison qui sera probablement un peu de gaming. Faudra que je regarde ça prépare ça cette semaine. Sinon on aura ce dimanche la dernière revue de presse à 18h en français et à 20h en anglais. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un follow sur la chaîne, c'est toujours apprécié. Vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Twitch, vous y êtes, Discord, Twitter, toutes les bonnes choses, hein, vous avez juste à cliquer, c'est dans le chat. Évidemment, si vous aimez vraiment ce que j'ai fait, vous pouvez lâcher un sub, vous pouvez me lâcher une pièce à votre streamer via Ko-fi. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et j'espère vous voir dimanche pour la dernière revue de presse, ou sinon la semaine prochaine pour l'event de fin de saison. Et sur ce, écoutez, à très bientôt tout le monde, ciao.